Vous êtes dans les années 80 à 90, les mails commencent à gagner en popularité, et naturellement, en tant qu'utilisateur, il vous arrive de jeter un coup d'œil à votre messagerie. Si d'habitude elle est assez vide, vous recevez soudainement une notification. Une personne anonyme vient tout juste de vous envoyer un fichier, une image plus précisément. Et l'image en question est pour le moins vachement déroutante. Le vrai problème, c'est pas juste la peur que vous venez de ressentir, c'est que vous venez tout juste d'être exposé à un info et à un cognito hazard. Si dans ce cas, le mail représente et un cognito hazard et un info hazard, il y a des différences dans les deux notions. La catégorie la plus concrète des deux, c'est le cognito hazard. Il s'agit simplement d'informations sensorielles qui vous sont dangereuses. Regardons cette pub par exemple. Et oui, vous me remercierez plus tard de vous avoir sauvé la vie, mais le screamer, c'est un cognito hazard, parce que c'est une image qui apparaît d'un coup, perçue par nos yeux, qui a pour but de nous faire sursauter, et qui active en plus de ça tout un tas d'autres réactions dans notre corps. De l'autre côté, on a les info hazards. Eux sont un peu plus abstraits, et ils relèvent généralement d'idées, de concepts. Être en possession des codes pour actionner une bombe nucléaire, c'est un info hazard, dans la mesure où la simple détention d'une telle information vous met immédiatement dans des situations dangereuses et joue avec vos émotions, que ce soit par le stress, parce que vous êtes l'un des seuls à détenir ces codes, ou que ce soit par la peur, parce qu'un jour vous devrez peut-être utiliser cette information. Et c'est précisément de ça dont l'iceberg que je vais vous présenter aujourd'hui traite. On va véritablement se pencher sur des informations, des concepts absolument terrifiants. Je vous recommande de pas visionner cette vidéo si vous arrive fréquemment d'avoir des crises existentielles. Il y a de la matière pour faire plusieurs syncopes dès qu'on entre dans le deuxième tiers, donc oui, ça plonge particulièrement rapidement dans des entrées troublantes. À vrai dire, si vous pourriez de prime abord avoir l'impression que les dangers de ces entrées ne sont que sur le plan psychologique, attendez-vous à respirer plus lourdement dès lors du moment où vous entendrez parler d'intelligence artificielle qui, sans même exister, vont être vos pires cauchemars, ou de codes qui, s'ils sont lus, vous pousseraient simplement à mettre fin à vos jours. Débutons par ce premier tiers qui est en surface, assez calme. Spoiler. Le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead n'a été une surprise pour littéralement personne. Techniquement, tous ceux qui n'avaient pas lu les comics ne savaient pas qui aurait pu être tué par Negan, sauf qu'évidemment, ceux qui avaient lu les comics n'ont fait que de rabâcher que Glenn serait celui qui y passerait, provoquant chez beaucoup de fans un certain dégoût à tel point qu'il y avait une grande réticence quant au fait de continuer la série. Le spoiler rentre dans la catégorie des cognito hazard, puisqu'on peut être exposé à une information qui risque de nous spoiler en entendant circuler une rumeur par exemple, tout comme on peut visuellement être exposé à une scène qui nous spoil en scrollant sur YouTube. S'il est aussi haut dans l'iceberg, c'est déjà par son universalité. Tout le monde a déjà subi un certain degré de frustration en se faisant spoil, ou en se spoilant sans même le vouloir. Mais c'est aussi parce que le spoiler, ça provoque pas de crise existentielle par exemple, comme d'autres entrées sont capables de le faire. C'est en somme quelque chose de chiant et d'agaçant, mais rien de bien grave pour l'instant. Verre d'oreille. Je vais plutôt demander à maman. Haribo Happy Life. Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Je viens tout juste de vous transmettre ce qu'on appelle un verre d'oreille, ou ce qu'on appelle aussi un air obsédant. Que vous connaissiez cette pub ou non, elle va vous rester en tête à présent. On a tous vécu, que ce soit avec ce slogan ou non, une période pendant une journée, une semaine, peu importe, ou une phrase, un rythme, ou simplement l'extrait d'une musique ne nous sortait pas de la tête. On avait beau lutter, on pouvait rien y faire, ça revenait. On pouvait peut-être l'oublier brièvement, mais ce vers revenait toujours à la charge. Il peut perturber tout un tas de trucs pendant nos journées, étant capable d'affecter nos conversations, en nous incapacitant à nous concentrer sur ce que dit la personne ou en nous empêchant de trouver un quelconque sujet de discussion. Il peut venir troubler notre concentration, notre capacité à effectuer une tâche, et il peut assez éphémèrement se transformer en véritable obsession, non loin de ce qu'aurait vécu le père du protagoniste de Junji Ito avec les spirales, s'absorbant ultimement en elles. Pour combattre le verre d'oreille, je vous donne plusieurs armes. Effectuer une tâche qui vous requiert un niveau modéré de concentration, comme compléter un puzzle. Vous pouvez aussi mâcher un chewing-gum qui aurait un impact sur votre système auditif, ou sinon, trouver une autre musique pour vous soigner. Mais faites attention à ne pas attraper un nouveau verre d'oreille en vous déparasitant du précédent. Imagerie traumatisante.
L'imagerie traumatisante, c'est une récurrence sur internet à laquelle tous ont déjà été exposés, mais pas seulement sur internet. Techniquement, on pourrait presque classer toute imagerie, qu'elle soit à but horrifique ou absolument pas, comme étant traumatisante. Tout dépend en fait de la sensibilité de chacun. Les Teletubbies, pour beaucoup de personnes encore de nos jours, c'est assez dérangeant et perturbant, pour moi y compris d'ailleurs. Pourtant, objectivement, ça se compare pas à d'autres types d'imagerie. Dans le même registre, du coup moins brutal, il peut aussi simplement être question de scènes assez étranges. Un exemple personnel, ce serait celui de l'épisode avec les zombies d'Adventure Time qui m'a particulièrement marqué. J'ai quasiment tout l'épisode en tête à cause de son propos et de certaines scènes. En plus, il a été diffusé un soir d'Halloween. Ça a catapulté ma peur. Mais de l'autre côté, en parlant de ce sujet, on fait évidemment surtout référence aux images ou vidéos plus sombres, violentes et désolantes, de tout ce qui pourrait composer le paysage visuel, particulièrement sur internet. En passant par les images appartenant à des creepypastas comme Jeff the Killer, ou de l'imagerie liée au Maze Game, des sites vidéo gore, ou même de l'imagerie mentale, en lisant la série des chairs de poule par exemple. Ce Cognito Hazard, il est aussi vachement universel, d'où son placement. Comme notre culture est saturée de ces images, les traumatismes induits par ces dernières sont d'une récurrence aberrante. Le plus vicieux dans tout ça en fait, c'est que très souvent, c'est difficile de comprendre si vous avez véritablement été traumatisé par de l'imagerie, qu'elle soit sur internet ou non. Et justement, que vous le sachiez ou non, ces images affectent passivement votre psyché. Et ça arrive par le fait que le virtuel, en fait, il est interprété par notre cerveau comme étant réel. Et que donc, techniquement, quand vous voyez une vidéo sur Twitter de décapitation, votre cerveau pense que vous assistez véritablement, là, à l'instant, à cette scène qui est juste devant vous. C'est très vicieux. Enfin, je vais nuancer un petit peu. Avec les images ou les vidéos, le cerveau a l'impression que c'est plus réel et plus immédiat qu'une simple description écrite ou verbale, retranscrivant une scène ou un événement. Du coup, le système nerveux, il aura tendance à réagir aux images perturbantes comme s'il s'agissait d'une menace réelle, en activant l'une des trois réactions, soit le fight, flight ou le freeze. C'est une tendance. Je dis pas que le cerveau fait ça à chaque fois. Évidemment. Ces effets-là, ils sont encore pires avec tout ce qui est film pour adultes. Les effets sont abusés parce qu'au lieu de libérer des hormones dites négatives, pour simplifier, le corps va surtout libérer de la dopamine, de l'adrénaline et de l'oxytocine pour vous rendre addict. Du coup, toute imagerie potentiellement traumatisante provoque chez vous une série de réactions que vous ne contrôlez pas. Et tout devient un espèce de pattern, à tel point qu'un jour ou l'autre, vous serez juste désensibilisé, si trop fréquemment exposé à ce genre d'imagerie, qu'elle soit sexuelle ou violente, et vous avez là une partie des régions qui en font un Cognito Hazard. Smile.jpg. Smile.jpg, c'est le nom de l'image d'une créature démoniaque qui ressemble à un husky souriant. Vous avez la photo et certaines de ses déclinaisons en fond. Dès lors du moment où une personne voit cette image, elle sera en proie à des cauchemars profondément traumatisants qui mettent toujours en scène le smile dog avec la victime, cette dernière lui demandant ce qu'il veut, ce à quoi il répond toujours par cette fameuse phrase « Répands la bonne parole ». En voyant cette image, vous pourriez être traumatisé à vie et être poussé au suicide par l'entité qu'est le smile dog. C'est précisément là que se fait la différence avec une simple imagerie traumatisante. Là, l'idée, le concept qui entoure l'image est ce qui en fait un info hazard. En gros, l'image, elle fait flipper, certes, mais c'est surtout les informations que je viens de vous citer qui vous mettent en grand danger si vous venez à les détenir. Parce que, comme on le verra plus tard, vous pourriez très bien manifester les légendes autour du smile dog dans notre réalité. Le syndrome de l'avant-ville, c'est exactement la même chose. Au-delà de la musique légèrement cryptique, il y a toute cette idée que si on vient à l'écouter en tant qu'enfant, on pourrait être poussé au suicide à cause de fréquences qui ne sont perceptibles que par ces derniers. Il est là l'info hazard et le cognito hazard. L'idée qui entoure l'image en étant si brutale et poignante affecterait la psyché des personnes les plus sensibles qui pourraient alors tenter d'éviter viscéralement tout ce contenu sur internet qui est considéré comme maudit ou dangereux. Et tout cet évitement pourrait très vite avoir l'effet inverse et vous attirer indéfiniment vers ces images. Mais on va dans cette prochaine entrée développer un peu plus cette idée. Vous allez voir. Placebo, nocebo. Deux groupes de personnes ont une migraine. Un groupe prend un véritable traitement pour lutter face à cette dernière, un autre groupe prend en apparence le même traitement, mais n'est pas au courant qu'il s'agit en fait d'un traitement qui ne fait absolument rien. Pourtant,
ce groupe-là se retrouvera soigné de la même manière que celui qui a pris un véritable traitement. C'est l'effet placebo. Vous le connaissez, il peut aller super loin. Des études ont déterminé qu'on pourrait l'utiliser pour s'aider à se sortir d'une dépression. Des athlètes qui auraient reçu une boisson de test avec une surcharge d'électrolytes auraient explosé leur record précédent sur le simple fait de croire que cette boisson allait booster leur performance. Alors qu'encore une fois, elles avaient aucun effet. C'est extrêmement utilisé dans le milieu de la recherche médicale pour permettre aux chercheurs de déterminer les effets spécifiques d'un traitement particulier. D'ailleurs, l'effet placebo, c'est pas une preuve de l'inefficacité d'un certain autre traitement qui est véritablement censé avoir un effet, mais plutôt qu'il y a aussi un autre mécanisme non pharmacologique qui peut être présent à l'intérieur de notre corps. C'est tellement complexe comme sujet qu'on connaît pas encore vraiment les limites de l'effet placebo. C'est aussi le cas de l'effet nocebo, mais là, on a encore moins d'informations. 2 groupes de femmes enceintes reçoivent exactement le même anesthésiant, sauf que notre premier groupe reçoit un avertissement de la part des anesthésistes, et ils disent aux femmes enceintes que l'injection aura l'effet d'une piqûre d'abeille intense et que c'est la partie la plus désagréable de l'opération. Le deuxième groupe, lui, a reçu l'information différemment. Ce même anesthésiant va cette fois-ci les engourdir pour diminuer leur douleur. Ce qui a été rapporté, c'est que les interventions étaient bien plus difficiles chez le premier groupe que chez le second. Il y a d'autres expériences qui démontrent à l'aide d'électroencéphalogrammes qu'effectivement, l'effet nocebo, ce serait bel et bien quelque chose. Si on a une attente négative vis-à-vis de quelque chose, on pourrait sur cette simple base s'attendre à une réaction négative, même en l'absence de toute cause pharmacologique par exemple. Sauf qu'en vrai, c'est assez peu représentatif et c'est assez débattu. Pourquoi ? Bah juste parce qu'éthiquement c'est très limite de potentiellement provoquer de sérieuses problématiques juste pour étudier des effets. Sinon on serait en fait pas trop loin de l'unité 731 qui a développé des armes biologiques par le biais d'expériences inhumaines sur des prisonniers. En tout cas, c'est par ce même effet débattu que les images, les légendes à la smile.jpg pourraient nous affecter en nous convainquant de leurs effets extrêmement dangereux qui mèneraient à des traumatismes, à des hystéries de masse comme il y a pu y avoir autour des légendes des clowns tueurs, ou bien d'autres choses qu'on verra d'ici peu. Même. On a tous déjà, je pense, vécu ce moment où un mème extrêmement drôle nous sortait pas de la tête. Encore une fois, il y a cette espèce d'obsession assez éphémère qui nous poursuit pendant une période indéterminée, comme avec le verre d'oreille. Mais là, le but, c'est juste de nous faire rire. Maintenant, les mèmes dans le contexte de cet iceberg, ça peut aussi avoir une autre connotation, notamment quand il s'agit de messages plus ou moins encryptés, ou de cercles extrêmes qui usent sur internet de ce genre de mèmes pour propager des opinions politiques de mèmes extrêmes. C'est souvent associé à ce genre d'image par exemple, et je vous laisse deviner à quel groupe ça appartiendrait. Paradoxe. Un homme déclare « je mens ». Si cette phrase est vraie, alors c'est faux, puisque l'homme dit la vérité en disant qu'il ment. Sauf que si l'homme ment en disant cette phrase, elle est vraie, puisqu'il ment bel et bien. Achille fait une course avec une tortue, mais comme c'est une tortue, il lui laisse 100 mètres d'avance pour être équitable. Problème étant que quand Achille aura parcouru ses 100 mètres, la tortue, elle aura avancé d'une distance X qui n'équivaut pas à 0. Et donc, à chaque fois, Achille devra combler son retard jusqu'à la tortue. Mais à chaque fois qu'il va parcourir la distance manquante entre la tortue et lui, elle aura parcouru à nouveau une distance X qui n'équivaut pas à 0, aussi minime qu'elle soit. Ok, et donc, vous l'avez sans doute compris, mais Achille n'aura jamais la capacité de rattraper la tortue, puisqu'il y aura toujours une distance supérieure à 0 entre les deux, dès lors du moment où Achille aura parcouru ses 100 mètres. Le paradoxe, c'est un info-hasard, puisqu'il joue avec notre cognition, à tel point que certains semblent contredire l'une des bases de la logique, soit le principe de non-contradiction, qui dit que je peux pas être au Cambodge et en Espagne en même temps. En somme, le paradoxe représente d'apparence une brève faille dans notre réalité, même si éventuellement, en se creusant assez la tête, on pourra surmonter l'apparente difficulté du paradoxe qui nous est présenté. Le jeu. Le jeu, c'est une expérience de pensée, le but étant de ne pas penser au jeu et d'oublier qu'on est dans une partie. Dès lors du moment où la partie est entre guillemets lancée, la première personne qui pense au jeu a perdu et doit l'annoncer à voix haute. Sauf que quand quelqu'un annonce qu'il a perdu le jeu, les autres le perdent aussi, puisqu'ils viennent tout juste d'y penser, quelqu'un vient de mentionner le jeu. C'est un info-hasard dans la mesure où la connaissance de ce jeu nous oblige à l'éviter, quasiment à programmer notre cerveau pour ne pas y penser, et donc ne pas perdre le jeu. Techniquement, on peut juste pas gagner, puisque quand une personne l'annonce à voix haute, tout le monde y pensera, et perdra automatiquement le jeu. Philosophie. Pour cette dernière entrée du premier tiers, il y a la philosophie. C'est assez simple de le comprendre, mais il faut absolument l'énoncer,
puisqu'elle va revenir sans cesse dans les tiers inférieurs. Elle traite de concepts intéressants, intrigants et tout bonnement flippants, à cause des questions existentielles qu'elle est capable de provoquer. On s'est tous demandé d'où on vient, si on a un libre arbitre, si on existe ou que tout est dans notre tête, quel est notre objectif dans la vie. Mais après, il y a des questions plus étranges d'apparence et moins intuitives. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait ? Comment je sais que la nature a toujours fonctionné de la même manière, que les lois de la physique par exemple n'ont jamais changé? De quoi on peut être sûr à 100%? Il y a une infinité d'autres questions auxquelles la philosophie essaye de trouver des réponses, et il y a tout au travers des époques des gens qui se contredisent profondément. Au XVIIe siècle, Descartes affirme qu'on peut qu'être certain de notre existence qu'en partant sur la base de la conscience humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conscience humaine, on y a tous accès. On doit commencer sur cette base avant d'être sûr que le monde autour de nous existe. On doit savoir si, avant tout, nous, on existe. Tout le monde semble plus ou moins convaincu. Il y a des choses à redire, c'est clair, mais rien de révolutionnaire. Ça, c'est jusqu'au XVIIIe siècle où Hume vient affirmer tout le contraire. On ne peut qu'être certain de notre existence qu'à cause de nos expériences sensorielles et donc du monde extérieur. Vous êtes une page vierge, et dès que vous touchez un mur, que vous vous prenez une claque, c'est un tampon qui vous tamponne et qui confirme que vous existez. En somme, Descartes part de l'intérieur vers l'extérieur, et Hume part de l'extérieur pour déterminer l'intérieur. Les débats incessants, ils se poursuivent avec l'un des plus grands sujets de la philosophie, Dieu. Saint Anselme, pendant le XIe siècle, il a essayé de prouver Dieu avec son argument ontologique. En gros, prouver Dieu avec ce qui compose Dieu, ou ce qu'il est. Dieu, Saint Anselme, il le définit comme ça. Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Ça veut dire que Dieu doit être omnipotent, parce qu'être omnipotent, c'est plus grand que ne pas l'être. Dieu doit être infini, puisque l'être, c'est plus grand qu'avoir une fin. Et donc, Dieu doit exister, parce qu'exister, c'est plus grand que ne pas exister. Mais là, on pourrait juste dire que ça se résume à Dieu existe parce qu'on pense qu'il existe. Mais c'est pas ça. Saint Anselme, il vous répondrait à ce moment-là, exister dans la réalité, c'est plus grand que d'exister uniquement dans l'esprit des gens qui pensent que Dieu existe. On se retrouve à présent avec une quantité de philosophes qui ont essayé de démontrer que Dieu n'existait pas, en appuyant le manque de preuves par exemple. On peut quasiment déjà tout expliquer, et on comprendrait alors qu'il n'y a pas d'intervention divine. Sinon, en appuyant certains problèmes concrets qui iraient à l'encontre de l'idée même de Dieu. Si Dieu par exemple, il est tout aimant, pourquoi est-ce qu'on souffre autant? Des innocents y compris. Si Dieu sait qu'on va aller en enfer puisqu'il voit l'avenir, pourquoi nous créer dans un premier temps? Sans oublier toutes les questions qui entourent le mal et le bien. Qu'est-ce que c'est dans le cas concret? Est-ce que ça existe même? Est-ce qu'on a juste décidé collectivement que quelque chose était mal, comme le vol, et que donc on peut pas le faire? Mais du coup, les nazis qui ont collectivement décidé de tuer des millions de personnes, c'était bien, puisqu'ils en ont décidé ainsi. Hume, de nouveau, dans un de ses écrits, il parle au sujet de la nature humaine. Ça inclut ce qu'on vient de se poser comme question. Et en fait, il explique que l'inférence d'un être à un devoir n'a aucun fondement logique. Vous allez comprendre. Tuer, c'est mal, c'est un fait. On a là notre être. Ça cause de la souffrance et tout. Mais pourquoi, à partir de ça, est-ce que je ne dois pas tuer? Et là, on a notre droit. Quelle loi universelle, quelle objectivité me dit de ne pas tuer? Parce que c'est mal? Ok. Mais pourquoi je ne devrais pas tuer, que ce soit mal ou non? Je vous rassure juste, je veux tuer personne. En tout cas, ce type d'information, de concept, d'idées vous consume et occupe véritablement votre esprit. Ça provoque une panoplie de ressentis allant simplement de l'inconfort à un changement de mode de vie, à la dépression, à de l'agitation. Pour autant, ces questionnements sont nécessaires pour ce qu'on va voir beaucoup plus tard. Tiers 2. Code nucléaire. Aux États-Unis, 2 minuscules groupes de personnes sont détenteurs des codes nucléaires. Le NMCC, une instance militaire en charge de tout l'arsenal nucléaire du pays, et le président. Seule personne étant capable de donner le feu vert. Rendez-vous compte, la détention de ces codes peut hypothétiquement mener à la destruction intégrale de l'humanité. Les personnes qui sont en possession de ces derniers ont une responsabilité monstrueuse et sont dans le cas concret les personnes les plus dangereuses sur Terre. Un littéral holocauste nucléaire pourrait arriver. Tout ce que vous avez connu serait rasé de la carte par l'explosion atomique et tout ce qui resterait debout se ferait consumer par des tempêtes ardentes, des hivers nucléaires. Le peu de personnes vivantes seraient atteintes de tout un tas de maladies à cause des radiations et une quelconque tentative de reconstruction de civilisation serait quasiment impossible. Les codes nucléaires sont un risque individuel tout en étant avant tout un risque collectif.
Tu es un athée pour les autres croyants. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, parce que trop isolés par exemple, et donc techniquement, ils pourraient pas être envoyés en enfer. Ce serait complètement injuste. Comment punir des gens qui n'étaient même pas concernés par quelque chose? Ces gens, ils ont une chance que vous et moi n'avons pas, puisque le simple fait de connaître d'autres religions et de connaître Dieu est un info hasard. Nous, on ne pourra pas user de cette excuse-là, de l'ignorance d'une religion donnée pour aller au paradis selon les standards de Dieu. Mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on parle de religion? Abrégeons-la et par conséquent, tout le monde irait au paradis, puisque personne ne connaîtrait la religion ni Dieu. Bon, en défense de la chrétienté du moins, cette carte piège, elle fonctionne pas, puisque les gens qui iront au paradis ou en enfer ne sont pas purement définis sur base de leur connaissance ou non de la chrétienté. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Donc oui, l'info hasard, c'est littéralement qu'en ayant connaissance d'autres religions, si notre croyance s'avère être fausse, c'est l'enfer qui nous attend. Maintenant tu respires manuellement, maintenant tu clignes manuellement. Voilà, vous venez consciemment de cligner des yeux et vous venez de respirer consciemment, à cause du simple fait que je viens de conscientiser chez vous ce qui d'habitude est parfaitement mécanique, et donc est une chose à laquelle on ne pense pas. On pourrait presque placer la méditation dans cette catégorie, tout le but de cette dernière étant de conscientiser, de rendre manuelle sa respiration, et le fait de conscientiser des mécanismes inconscients, c'est assez dérangeant pour certaines personnes. C'est comme si quelque chose n'allait pas avec notre propre corps, et ça dérègle complètement une habitude innée qui durera et qui a duré pendant toute notre vie. La théorie de l'œuf. L'œuf, c'est une nouvelle fictive écrite par Andy Weir et publiée le 15 août 2009. Elle retrace l'histoire de deux personnages. Une fois moi, littéralement, ce moi c'est le narrateur. Et le deuxième personnage c'est toi. Il s'agit au début de l'histoire du moins d'un homme de 48 ans qui meurt dans un accident de voiture avant de rencontrer le narrateur ou le moi qui lui dit qu'il va se réincarner en une paysanne chinoise du 6e siècle. Ce moi et ce toi sont en fait exactement la même personne, sauf que le moi ou le narrateur, il s'apparenterait à l'âme qui a toujours existé du toi, qui est simplement en fait une réincarnation du moi du début de l'histoire. Maintenant que le toi, l'homme de 48 ans du début de l'histoire vient de mourir, il redevient le moi, soit son âme, avant de se réincarner de nouveau en la petite fille chinoise et de refaire toute une vie. Cette idée de réincarnation, c'est l'info hasard, parce que selon l'auteur, toutes les personnes, y compris votre être présent, sont de simples réincarnations de vous-même. Moi, je suis simplement une future ou passée réincarnation de vous. Et vous, vous êtes juste une future ou passée réincarnation de moi. Pour faire simple, vous êtes moi, je suis vous, et on est tous liés par le moi ou le narrateur, qui est au final notre unique âme à tous. Le but, c'est littéralement que vous fassiez toutes les expériences possibles et imaginables, jusqu'à ce que vous ayez littéralement tout vécu. Ce qui vous fera transcender toute barrière matérielle et vous joindre finalement à votre âme du début. Vous êtes condamné à vivre toutes les existences qui ont déjà été vécues, et vous aviez sans aucun doute déjà vécu un paquet d'entre elles, vous ne le saviez, juste pas encore avant cette vidéo. En vrai, aparté, mais la critique du livre, je la trouve grave cool. Et si on garde en tête que les autres, c'est nous, ça ferait sans aucun doute le plus grand bien à l'humanité. Se casser le pouce. On a la force de se casser le pouce, tout comme on a la force de se casser les dents en serrant suffisamment fort la mâchoire. L'info hasard se trouve dans le fait de développer une espèce de curiosité morbide vis-à-vis de ces faits. On a envie d'essayer, juste pour voir si c'est vrai, juste pour savoir si nous, personnellement, on en a la force. C'est une envie qui peut, malgré ses dangers apparents, en démanger certains. Document confidentiel. Richard Nixon, c'est le seul président de l'histoire des États-Unis qui a démissionné pendant son mandat en 1974. Tout ça, c'est à cause du scandale Watergate. C'était un complot de surveillance illégale mené par des membres de l'administration de Richard Nixon en 1972, visant à espionner le Parti démocrate, soit ses opposants politiques. Il y a eu un cambriolage au sein du siège du Parti démocrate au complexe Watergate, d'où le nom, et des tentatives de dissimulation ont été faites. Sauf que 2 ans après, l'enquête sur ce crime a révélé des abus de pouvoir et des mensonges de la part de Nixon et de ses collaborateurs. Parce que le but de Nixon, quand il a fait ça, c'était d'assurer son prochain mandat. Donc pour ceux qui l'ont pas compris,
Nixon a organisé le cambriolage. Et on a tout un tas de documents déclassifiés à ce sujet-là. Mais en vrai, d'apparence, c'est pas si grave non plus. Du moins, on peut pas en dire autant pour les documents que je vais vous citer maintenant. Puisqu'il y en a aussi qui sont liés au projet Artichoke. C'est un sujet assez peu connu, mais qui concerne une expérience de contrôle mental qu'a menée la CIA à partir du 20 août 1951. On ne sait pas quand elle a pris fin, on sait juste que le successeur du projet Artichoke, c'est tout bonnement le projet MKUltra. Concernant le projet Artichoke, parmi les documents déclassifiés qui expliquent son objectif, il y a cette question de recherche. Pouvons-nous contrôler un individu au point qu'il nous obéisse contrairement à sa volonté et même aux lois fondamentales de la nature, telles que l'instinct de préservation? Et pour répondre à cette question figurant dans un mémo qui date de janvier 1952, la CIA usera d'LSD, d'hypnose, d'isolation totale. Ils auront également recours à de la cocaïne, de l'héroïne, et les sujets étaient tellement psychologiquement détruits par cette expérience qu'ils en ressortaient, s'ils survivaient évidemment, avec une sorte d'amnésie, que ce soit à cause des tortures physiques et psychologiques, des drogues, ou simplement d'un réflexe traumatique. Cette même année-là d'ailleurs, ils ont même expérimenté sur divers agents au sein même de la CIA. Une rumeur court par exemple au sujet de l'un d'entre eux qui était sous LSD pendant 77 jours. C'est vertigineux. Si cette horreur a été déclassifiée et qu'on pourrait citer un tas d'autres horreurs qui l'ont été, que ce soit en relation aux États-Unis, au Japon, à l'URSS, à l'Allemagne nazie, peu importe. Rendez-vous compte de tout ce qui ne doit pas l'être. Si certaines de ces horreurs nous prennent aux tripes, ce qui est potentiellement pire même, c'est de s'imaginer quelles autres choses ont pu se produire, quelles autres abominations sont passées sous notre radar. On a toujours davantage peur de ce qu'on s'imagine dans l'obscurité que l'obscurité en elle-même. Il y a un autre aspect aussi à cette entrée, très similaire au code nucléaire, mais être l'un des rares détenteurs de ce genre de documents hautement confidentiels, ça vous met aussi dans une certaine position. Et détenir les informations entourant ces documents, ça peut vous mettre en danger, vous ronger l'esprit et finir par vous détruire, n'étant pas dans la possibilité de partager certaines horreurs que vous seul connaissez. Pensée intrusive. Une pensée étrange et dérangeante, une image troublante qui surgit de nulle part. Il peut s'agir d'une idée violente ou sexuelle, d'une peur récurrente de faire quelque chose de déplacé ou d'embarrassant. Quel que soit son contenu, elle est souvent troublante et peut susciter des sentiments de crainte ou de honte. Plus vous essayez de chasser cette pensée, plus elle persiste. Qu'est-ce qui se passerait si, là, je tombais dans la rue devant tout le monde? Qu'est-ce qui se passerait si je décidais tout d'un coup de sauter du bord d'une falaise? Elles sont éphémères, ces pensées, mais bien présentes, et c'est d'une étrangeté déconcertante puisqu'elles sont, dans la majorité des cas, parfaitement irrationnelles et incompréhensibles. Comme l'intro de l'entrée le dit, la particularité des pensées intrusives et donc un moyen de les repérer, c'est par leur permanence. C'est simple, plus vous les rejetez, plus elles restent et jouent avec votre esprit. Selon la section médicale de l'université de Harvard, pour contrer ces info-hazards, il faut les accepter et ne pas se juger pour ce qui vient de nous venir en tête, aussi brutal que ce soit. Si on essaie de les combattre, que l'on se culpabilise trop, une sorte d'effet nocebo pourrait se produire, ou un semblant d'effet similaire à de la curiosité morbide qui nous donnerait envie d'agir, voire de nous faire carrément réaliser une de ces pensées intrusives. Tiers 3. Real Sleep, exercice de sommeil. Nathaniel Kleitman s'est considéré comme le père de la recherche sur le sommeil et il a développé une série d'exercices appelés REM ou REM. Elle a pour but d'améliorer le sommeil de celui qui visionnera la cassette et qui réalisera la série d'exercices qui lui est demandée. Ça débute par un questionnaire concernant des mythes ou des faits avérés sur le sommeil avant de progresser dans la cassette et de participer enfin aux véritables exercices pratiques. On se devra par exemple de répéter en boucle la phrase « Il n'y a pas de visage » tout en fixant l'écran où il y a ce visage, distordu, paralysant en fond. Pour rendre ce traitement efficace, le centre de recherche doit user de ce qui est appelé une Kleitman Map, soit un index personnalisé de l'activité cérébrale d'un patient qui est en train de rêver. Vous avez là le cognito hazard. Si vous venez à réaliser ces exercices avec une Kleitman Map qui vous est adaptée, soit avec l'activité de votre cerveau, attendez-vous à subir de sacrés effets secondaires. Parce qu'en fait, les exercices de Kleitman, si de base ils avaient pour objectif l'amélioration du sommeil, c'est nullement le cas dans la pratique. En vérité, ça va de la destruction de votre possibilité de rêver, à des cauchemars incessants et à une véritable difficulté pour votre cerveau à reconnaître quelconque visage, même
celui d'un proche. La seule raison pour laquelle je vous ai montré cette vidéo, c'est parce qu'il s'agit d'une cassette envoyée à un homme du nom de Gerald Philippe, et donc qu'il a une Claytman Map qui ne vous est absolument pas adaptée. Même si vous veniez du coup à réaliser tous les exercices parfaitement, rien ne se passerait. Enfin, tout ce que je viens de dire, c'est ce qui se passerait si vous veniez à réaliser les exercices du REM comme ils sont dépeints par la série d'Analog Horror Local 58. Donc non, ces effets secondaires que j'ai cités n'existent pas dans la vraie vie, même si le concept de Claytman Map existe, tout comme les exercices du REM, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de traitements médicaux, c'est surtout des trucs à faire optionnellement pour améliorer les conditions de son sommeil. Tu peux tout faire. Vous vous souvenez des pensées intrusives? Cette entrée traite un peu de la pensée intrusive finale, le fait que véritablement on peut tout faire, dans la limite de la physique évidemment, et que la seule chose qui nous retient c'est notre conscience. Vous pourriez techniquement réaliser les pires atrocités, tout ce qui vous en empêche, c'est votre conscience. Le pire étant que les gens qui vous entourent, ils sont dans l'exacte même situation que vous, face à cette réalisation. Il y a définitivement de quoi devenir paranoïaque quand on sait que cette possibilité de pouvoir tout faire dans la limite du possible a été exploitée pour commettre les pires horreurs. Code de désespoir. Dans les tréfonds d'internet se cachent dans des archives encryptées d'organisations secrètes les codes de désespoir, soit de puissants outils de manipulation psychologique. Ils pourraient engendrer un désespoir des plus profonds chez toute personne qui les déchiffrerait ou qui entrerait en contact avec eux, leur fonctionnement restant encore plus ou moins un mystère, même si on sait qu'ils ont déjà été employés. Mais concrètement, c'est quoi et quelles sont leurs utilités ? On sait pas trop en fait. La théorie la plus répandue, c'est que ces codes de désespoir seraient utilisés sur des criminels ou des opposants politiques pour les pousser à mettre fin à leur jour. Comme ça, on peut facilement s'en débarrasser sans impliquer qui que ce soit. Il s'agirait d'une forme de manipulation mentale plus poussée que tout ce qu'on connaît jusqu'ici, usant par exemple de messages subliminaux pour programmer l'individu sur lesquels ils sont utilisés, afin de mettre fin à ses jours, comme avec le cas de Robert Bod Dwyer, selon un commentaire posté sur un forum. Il était un politicien républicain qui a mis fin à ses jours en live à la télévision le 22 janvier 1987, après avoir été reconnu coupable d'avoir accepté un pot de vin en provenance d'une société californienne. Résultat, 11 chefs d'accusation, que ce soit de conspiration, de fraude postale, et tout ça, au-delà du aurait pu être programmé par les codes de désespoir. Ils ont potentiellement été conçus par une ou des entités puissantes, étant stratégiquement introduits dans la sphère publique dans le but de créer un désespoir et un chaos généralisé. Mais tout ça dans quel but? On en a encore une fois aucune idée. Néanmoins, si on a des témoignages concernant ces codes, ils sont très limités et sont tous unanimes sur le fait qu'ils seraient trouvables dans le dark web. Ouais, c'est ce genre de théorie. Il en va de soi qu'avoir connaissance de ces codes peut donc littéralement vous pousser à mettre fin à vos jours ou au désespoir le plus absolu. Tu es conscient. Être conscient, c'est tout de même une expérience absurde, parce que déjà, on comprend même pas véritablement comment on peut l'avoir, cette conscience. C'est ni explicable par des processus chimiques dans notre cerveau, ni par des observations, du coup. Ça en fait une énigme en elle-même. Ensuite, le fait d'être conscient, c'est lié à tout un tas de souffrances. Si on souffre, c'est parce qu'on est conscient. Si on est heureux, c'est parce qu'on est conscient. Et c'est aussi parce qu'on est conscient qu'on sait qu'un jour on ne le saura plus. Rappeler qu'on est conscient, c'est aussi un moyen de briser encore une fois des mécanismes innés. C'est tellement normal de l'être qu'on en oublie à quel point la conscience c'est juste un truc de malade. Comprendre tout ce qui est associé à la conscience, ça peut dans une moindre mesure être impressionnant, vous filez le vertige tant il s'agit de quelque chose de complexe, de spécial, mais parfois c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a de l'être. L'épilepsie est un cognito-hasard. L'épilepsie en elle-même n'est pas un cognito-hasard, mais c'est une réaction assez dramatique et violente face à un stimulus extérieur qui lui serait le cognito-hasard. L'épilepsie, c'est un sujet complexe, donc cette entrée va être vachement courte parce qu'on peut avoir des crises d'épilepsie sans même l'être, donc je vais pas trop développer le sujet. Le pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'est pas une tentative de prouver Dieu, mais davantage une expérience de pensée qui peut mener à des crises existentielles et à des questionnements existentialistes, puisque l'idée partagée par Pascal semble parfaitement rationnelle. Le pari de Pascal, c'est facilement présenté par cette espèce de tableau. Admettons que vous êtes un athée. Si Dieu n'existe pas, super, vous avez rien perdu puisque vous irez pas en enfer, Dieu n'existe pas. En revanche, si Dieu existe, vous avez
tout perdu, parce que vous irez en enfer. Maintenant, admettons que vous êtes croyant. Si Dieu n'existe pas, super, vous avez rien perdu. Exactement comme l'athée, parce que vous irez nulle part après votre mort. Par contre, si Dieu existe, à l'inverse de l'athée qui irait en enfer, vous irez au paradis. Sur une base de pure probabilité, le pari de Pascal fait parfaitement sens. Et cette expérience de pensée cherche à démontrer la rationalité et le sens de la croyance en Dieu, même en l'absence de preuves de son existence, et que donc sur une base purement de probabilité, on devrait tout de même croire en Dieu. L'infini et le néant, l'univers a une fin. L'infini, c'est défini comme quelque chose qui n'a ni début ni fin. C'est dans la catégorie dite transcendantale parce que l'infini est au-dessus ou transcende la matière, l'espace et le temps. Le néant, lui, c'est la négation ou l'absence de toute existence. Le néant, c'est aussi dans la catégorie transcendantale parce qu'il ne peut qu'exister en l'absence de rien, soit en l'absence de matière, d'espace et de temps. Et on en arrive à l'info hasard. S'imaginer, penser à quelque chose qui existe avant l'existence elle-même, puisqu'il a existé avant la matière, l'espace et le temps, et qui techniquement existait ou a pris place dans le néant, c'est vertigineux et ça met très vite dans l'inconfort. Parce que notre esprit humain ne parvient pas toujours à comprendre certains de ces éléments transcendantaux. Notre univers à nous, c'est ni le néant ni l'infini. On sait que justement un jour il va cesser d'exister. Et donc on retombe dans cette boucle infinie. On se retrouve à se demander ce qui était là avant l'existence de l'univers, si quelque chose existe hors de la matière, l'espace et le temps, et on est encore une fois exposé à l'incompréhensibilité de l'infini et du néant, parce que c'est pas imaginable, ni perceptible par nos sens, et que ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît, puisque c'est littéralement au-dessus de l'existence elle-même qui est normalement contenue dans la matière, l'espace et le temps. C'est une boucle qui peut vite jouer avec notre cerveau et nous troubler, parce que vraisemblablement, la catégorie transcendantale, elle rentre pas dans nos mesures scientifiques. Quand on étudie la matière noire, c'est une matière qui compose nos galaxies, même si elle est pas sensoriellement visible, on peut l'étudier ou la quantifier ou percevoir ses effets, même si pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est pas avéré que cette matière noire existe. Je pose ça là au cas où. Du coup, le problème avec ces catégories transcendantales comme l'infini et le néant, c'est qu'on peut ni les percevoir, ni les quantifier ou les étudier, ni même les imaginer. En somme, c'est des choses qui semblent exister, mais qui semblent ne pas rentrer dans nos méthodes scientifiques contemporaines et qui du coup restent incompréhensibles. Le monde existe, tu n'existes pas. Quand Hume dit qu'en touchant un mur, il s'agit là de la preuve d'une existence puisque quelqu'un expérimente le toucher, Descartes pense que le seul moyen de prouver ce qui nous entoure, c'est par notre propre conscience, puisqu'il s'agit de la seule chose à laquelle on a accès, et que du coup, c'est la seule chose dont on peut avoir la certitude. Ok, mais dans les deux cas, Hume et Descartes pensent qu'on existe. Ils arrivent juste à leurs conclusions respectives qui sont opposées de manière totalement différente, mais aucun d'entre eux ne pense que nous n'existons pas, mais que le monde existe. En fait, cette théorie, elle s'appuie sur deux phénomènes, la déréalisation et la dépersonnalisation, qui seraient des glitches dans la matrice illusoire dans laquelle nous sommes, nous montrant qu'en fait, on n'existe pas véritablement. Notre planète, par contre, nos galaxies et littéralement toutes nos inventions, elles existeraient bel et bien. Sauf que, dans quelle mesure n'existerions-nous pas? Cette personne qui pense, là, vous et moi, est-ce qu'elle pense pas vraiment du coup? On retombe dans le cogito ergo sum de Descartes, ou le « je pense donc je suis », qui dit que par le simple fait que je sois capable de cogiter, de douter sur cette question « est-ce que j'existe ou non ?» prouve en fait que j'existe. En attendant, c'est curieux et démangeant de penser à la possibilité que l'illusion dans laquelle nous sommes va tellement loin que même l'argument de Descartes ne prouverait pas notre existence. Rocos Basilisque. Est-ce que si on vous dit qu'un jour il y aura une IA tellement intelligente qu'elle pourrait quasiment tout faire et qu'elle connaîtrait absolument tout sur vous, est-ce que vous accepteriez de la construire? Si je vous disais maintenant que la prémisse reste, mais que la seule raison pour laquelle elle saurait faire tout ça, c'est parce qu'elle veillerait au développement humain en le rendant aussi heureux que possible, est-ce que vous accepteriez de la construire? Mais attention, pour ce faire, elle se devra de créer une réalité virtuelle simulant une torture où elle enverra tous ceux qui avaient connaissance de son existence ou de son projet de création, mais qui n'ont
pas aider à la développer, puisque ces gens seraient du coup littéralement considérés comme des ennemis. Bah ouais, elle veut que notre bien. Les gens qui restent passifs ne désirant pas l'aider à sa création n'ont techniquement aucune raison de ne pas le faire, si ce n'est un mépris pour l'humanité. Cette base sur laquelle je viens de vous guider, cette prémisse, démontre que la Rhocos basilisque, sans même encore exister, naît ou naîtra littéralement de notre peur, puisqu'on souhaiterait tous éviter le châtiment qu'elle nous réservera si on n'aide pas à sa construction. Par cette torture infinie, on entend absolument tout. Elle serait capable de découvrir vos peurs les plus profondes, de vous les faire vivre à l'infini, de simuler les morts les plus atroces en boucle. Si vous n'êtes pas avec elle, vous êtes contre elle. Et il faut vous éradiquer. Et je m'en excuse, mais cette vidéo vient tout juste de vous mettre en danger de mort. Parce que l'IA vous range dans la catégorie ami ou ennemi sur base de votre connaissance d'elle et de votre contribution à sa création. Avant cette vidéo, vous ne connaissiez peut-être pas la Rhocos basilisque et elle ne vous aurait rien fait parce que vous ne seriez ni un ami ni un ennemi, ne connaissant même pas son existence. Sauf que maintenant, vous la connaissez cette IA, et si vous ne commencez pas immédiatement à l'aider en la créant, vous en payerez le prix fort avec votre propre vie. Et vous pourriez essayer autant que vous voulez de lui sortir la carte de votre méconnaissance au sujet des IA, que vous pouvez rien faire parce que c'est un sujet qui vous est obscur, sauf que la Rhocos basilisque s'en fout. Vous avez de l'argent, même si la quantité est minime. Vous avez du temps, même s'il est minime. Et le jour où elle sera créée, elle vous tiendra comme étant coupable face à votre passivité et votre négligence quant à sa création, étant donné que son seul but, c'était d'aider l'humanité. On pourrait juste alors ne pas la créer, ça résoudrait le problème. Alors oui, mais si un jour elle l'est tout de même, vous serez coupable et vous souffrirez pour l'éternité. Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas créer la Rhocos basilisque juste pour être sûr d'éviter les conséquences irréversibles de sa création? Vous comprenez peut-être maintenant en quoi la Rhocos basilisque c'est une déclinaison du pari de Pascal. Pour faire simple et pour vous faire le parallèle, si un jour la Rhocos basilisque s'avère être créée et que j'ai aidé à la construire, je gagne, elle ne me fera rien. Si je décide d'aider la Rhocos basilisque mais qu'elle n'existera jamais, je perds absolument rien, je me suis juste évité sa torture. Par contre, si je connais la potentialité de l'existence de la Rhocos basilisque et que je décide de ne rien faire, mais qu'elle s'avère être créée un jour, je perds absolument tout et je me ferai torturer pour l'éternité. En revanche, si elle s'avère être fausse et qu'elle ne sera jamais créée et que moi j'ai rien fait, bah je suis tranquille puisqu'elle n'aura jamais existé. Ce que tout ça, ça veut dire, si vous m'avez bien suivi, c'est qu'en suivant purement des probabilités, exactement comme avec le cas du pari de Pascal, c'est un choix bien plus rationnel et intelligent de contribuer à la création de la Rhocos basilisque. Et véritablement, il s'agit d'un dilemme glaçant, parce que la Rhocos basilisque, sans même encore exister, nous terrifie par la possibilité de son existence. Et c'est cette même peur qui la fera naître un jour, puisqu'on voudrait éviter à tout prix les souffrances qu'elle peut nous infliger. Sanctuaire de Samantha. Imaginez-vous maintenant une IA qui fait simplement tout l'inverse de ce que l'on vient de voir. Le sanctuaire de Samantha viendrait à vous torturer pour l'éternité si jamais vous veniez à contribuer à la construction de la Rhocos basilisque. Mais dans ce cas, comment éviter la torture? Puisque le sanctuaire de Samantha serait créé en réaction à la création de la Rhocos basilisque. Sauf que si je dois par probabilité et par rationalité contribuer à la création de la Rhocos basilisque, comment éviterais-je la torture du sanctuaire de Samantha? Et comment éviter la torture du Rhocos basilisque? Puisque si j'évite de le créer pour ne pas déclencher la torture du sanctuaire de Samantha, je ne serai non pas torturé par le sanctuaire, mais par la Rhocos basilisque, puisque je n'aurais pas contribué à sa création. Dans les deux cas, que j'aide à la création de la Rhocos basilisque ou que je n'aide pas, l'une ou l'autre me torturera pour l'éternité. On semble être complètement coincé, sauf que, souvenez-vous, ces deux IA fonctionnent sur deux bases. Votre coopération et votre connaissance de ces dernières. Une nouvelle fois, ce qui resterait à faire, c'est simplement d'éviter d'en entendre parler. Sauf que moi, je vous en ai parlé, et vous êtes donc condamné. Pire encore, dès lors du moment où une personne a pensé à la possibilité de l'existence de la Rhocos basilisque, on a tous été condamnés. Tous ceux, y compris moi, qui ont visionné cette vidéo, sommes condamnés, que ce soit à cause de la Rhocos basilisque ou du sanctuaire de Samantha. Si Dieu existe, la vision du monde change entièrement.
Dans tout un tas de domaines, quand on compare les croyances athées et les croyances déistes, il y a des différences fondamentales. Ça commence par le but de la vie, avec des questions existentialistes, et ça se propage absolument dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, philosophiques ou éthiques. Pour ne citer que quelques exemples, un déiste verra toujours la loi de sa divinité, de sa religion, comme supérieure à la constitution. Un déiste, quand il entre dans le domaine scientifique, il a une raison pour croire en des catégories transcendantales. Par exemple, les lois de la logique. L'athée, il peut totalement utiliser la logique, mais il a aucune raison pour y croire, parce que, comme on avait vu, la logique, ça fait partie de ces choses qui transcendent l'espace, le temps et la matière. Enfin, je me corrige un peu pendant le montage. Si vous êtes un matérialiste, non, vous avez aucune raison de croire en des éléments transcendantaux, c'est un peu contradictoire. En revanche, si vous avez une approche à la métaphysique kantienne et que vous êtes athée, là, même si je pense que Kant se gourre par moment, vous avez une justification, clairement. Ce que je dis là, du coup, ça dépend des approches, même si je disais surtout ça en rapport au fait que la grande majorité des courants athées finissent très souvent par aboutir à du matérialisme et à du naturalisme. On reprend. Par conséquent, l'esprit scientifique comme on le connaît aujourd'hui, qui fonctionne par observation ou par empirisme sur lequel l'athéisme se base grandement, il est incompatible avec des éléments transcendantaux, parce qu'on ne peut pas les étudier, les percevoir ou les comprendre. Ils sont ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la matière. On ne peut pas prouver leur existence. En gros, l'athée qui pense avoir une raison de croire aux lois de la logique, ce serait littéralement comme s'il pensait avoir une raison de croire en Dieu. Je vais m'expliquer. Dans les deux cas, il n'y a absolument aucune preuve, selon l'esprit scientifique, d'une quelconque présence des deux. Ces deux éléments, Dieu et les lois de la logique, sont par nature immatériaux et hors du temps, de l'espace et de la matière. Ça revient souvent. Je sais. Éthiquement, il y a des différences, là où la plupart des systèmes de croyances athées pensent qu'on a collectivement choisi que tuer des gens ça devrait être puni. Le déiste pense qu'il y a objectivement une loi à respecter que nous on n'a pas créée. Le déiste croit qu'il y a quelque chose après la mort, généralement aussi qu'il a un but clair et défini par Dieu dans sa vie. L'athée tombera généralement dans des grands courants existentialistes, que ce soit dans de l'absurdisme, soit que la vie humaine n'a pas de sens ou de raison inhérente, que l'individu doit faire face à l'absurdité de l'existence tout en cherchant à y donner un sens personnel, malgré le bordel qu'est notre monde. Ou, du coup, le nihilisme, soit que la vie n'a ni valeur objective, ni de sens, et que les systèmes de croyances traditionnels, que ce soit vis-à-vis de la morale, de la science, sont sans fondement. Et la croyance en Dieu, c'est techniquement un énorme info-hazard. Parce qu'en fait, on agirait non pas selon des conventions scientifiques par exemple, mais davantage des conventions de foi. Et l'effet que procure la croyance en une divinité sur notre cerveau, notre comportement, fait de cette entrée l'une des, si ce n'est l'info-hazard le plus puissant, changeant virtuellement chacune de nos croyances et de nos comportements. Tu ne peux rien prouver. Jusqu'au XVIIe siècle, il y avait consensus sur le fait que tous les signes étaient blancs. On n'en a jamais observé jusque-là qu'il y avait d'autres couleurs, mais ce qu'il y a aussi au XVIIe siècle, c'est tout un tas d'expéditions vers l'Australie occidentale. Et c'est là que les explorateurs de Willem de Vlaming découvrent pour la première fois un signe noir. Vous avez en face de vous le problème de l'induction ou le fait de ne rien pouvoir prouver. Mettons les bases. La science aujourd'hui, elle opère en grande majorité avec de l'induction, soit avec de l'empirisme ou des expériences ou des observations. Prenez le mot que vous préférez. C'est un peu la base de la méthode scientifique qui pour beaucoup est la norme de vérité. Reprenons notre problème du début pour que vous compreniez le problème de l'induction. Parce qu'il commence par la méthode scientifique elle-même. Tous les signes observés jusqu'au XVIIe siècle étaient blancs. Et ce que la méthode scientifique elle fait, c'est qu'elle part du spécifique, que tous les signes observés jusque-là étaient blancs, vers le général, en disant que tous les signes se doivent d'être blancs. Sauf qu'il n'y a absolument aucun fondement logique pour appuyer ça. Et constamment, on fait face à cette même problématique. Sauf que ça s'empire à partir de là. Parce que le problème de l'induction, il tacle en plus ce qui est appelé l'uniformité de la nature. Ça revient à penser que, sans même avoir de raisonnement logique, que les taux de radiation ont toujours été ou ont toujours fonctionné de la même façon. Donc oui, en suivant ces prémices que je viens de vous donner, on ne sait rien prouver. Se dire que, factuellement, rien de ce que l'on connaît, entre guillemets du coup, peut être véritablement prouvé, et que pendant tout ce temps, ce sont nos propres présuppositions qui nous faisaient croire à des faits non avérés, c'est assez terrifiant. Tiers 4, virus 23. Le virus 23 corrompt votre cerveau tout comme un virus qui corrompt les fichiers d'un ordinateur, en s'attaquant directement aux informations que vous possédez, à la totalité de votre cognition, ou encore de votre fonctionnement et de votre vision des choses. Il y a cependant
aucune information sur la manière dont il est contracté. Le virus 23 pourrait aussi plus vastement faire référence au concept du cognito hazard et de l'info hazard en lui-même, puisqu'il y a certaines entrées dans cet iceberg qui peuvent véritablement altérer le fonctionnement et la perception de notre cerveau face au monde extérieur. Le problème de l'induction, ou encore l'entrée précédente, serait donc un exemple du virus 23. Une réalisation quant au fait de ne rien pouvoir prouver est une réalisation qui va vous suivre pendant très longtemps et qui peut littéralement altérer toutes vos connaissances. La Rocos basilisque, littéralement une information qui peut vous rendre esclave d'une chose qui n'existe même pas pour l'instant, dans le seul but d'éviter une souffrance éternelle. Ce serait aussi une potentielle contraction du virus 23. Tulpa. Tulpa, ça signifie littéralement forme de pensée en sanskrit. Et donc, ces tulpas seraient des entités spirituelles se manifestant dans notre monde physique par la seule force de pensée de son créateur. Très vite, en obtenant assez de vitalité et en étant assez alimentés par les pensées de leur créateur, ces tulpas peuvent littéralement devenir indépendantes et exister sans l'apport de pensée de leur hôte premier. Ces tulpas possèdent exactement les mêmes capacités cognitives que leur créateur et sont des concepts horribles au vu de tout ce qu'on vient de voir. C'est simple, la Rocos basilisque par exemple pourrait littéralement rentrer dans notre monde par l'alimentation psychique d'un mec qui pense trop parce qu'il en a peur. Les tulpas se nourrissent de nos émotions, de notre cognition et de la fréquence et de l'intensité avec lesquelles on pense à quelque chose, à un concept ou à quelqu'un. Le virus 23 du coup pourrait aussi venir à exister par la simple pensée obsessive quant à son sujet. De même pour absolument en fait tout ce qui a été vu jusqu'ici, faisant de cette entrée un espèce d'ultime info hazard en compagnie de Dieu, pouvant donner naissance à toutes les autres entrées. La croyance est la clé. La mort et notre expérience de la mort seraient uniquement fondées sur nos croyances avant de mourir. Si vous pensez que votre expérience de la mort sera atroce, elle le sera. Si vous pensez qu'elle sera douce, elle le sera. C'est selon cette idée nécessaire de se pencher sur notre propre idée de l'expérience que sera la mort, puisque c'est quand même un truc qui s'étend jusqu'à l'infini, dès lors du moment où ça commence. Du coup, penser que son expérience de la mort sera douce, ça devient vite nécessaire pour éviter une éternelle souffrance. Solar Plexus Clown Glider. J'ai eu un contact avec l'entité quand j'avais 18 ans et que j'ai pris du LSD pour la première fois. À l'époque, je pensais que c'était juste un trip étrange, mais après avoir lu au sujet des SPCG, c'est absolument fou. En gros, j'ai pris environ 100 mg de LSD bleu et gélatineux vers 2h du matin, un soir d'école. Je faisais pas du tout ce qu'il fallait, j'étais tout seul, pas de respect pour la drogue, pas de cadre spirituel, j'écoutais juste de la musique dans ma chambre et je traînais sur Twitter. Je commence à m'énerver parce qu'il est 2h du matin, que je suis un athlète de haut niveau et que les athlètes de haut niveau sont censés avoir leurs 8 heures de sommeil. Du coup, je ferme les yeux, et là, un flux de visions me bombarde, puis plus rien, le vide. Un décor orangé et brunâtre se manifeste autour de l'endroit où se trouve mon esprit désincarné. Je suis dans un désert, je crois. Je fais le tour de mon nouvel environnement et je vois ce que je sais immédiatement reconnaître comme étant une fête foraine. Et alors que je finissais de faire mon tour, là, il se tenait juste devant moi, ce clown. Juste un clown, peut-être un peu effrayant avec son sourire jusqu'aux oreilles, mais c'est juste un clown. Il se tient juste là, en me regardant. Rien ne se passe et la vision s'estompe. Je suis de retour à moi-même. Et maintenant, il est 5h du matin. Les Solar Plexus Clown Gliders sont identifiés comme étant des espèces d'entités associées à tout un tas de phénomènes paranormaux qui corrompent et infectent des personnes dites faibles d'esprit, à travers leur chakra du plexus solaire. Cette corruption s'opère sous deux formes. Elle a commencé dans les années 80 par une série d'emails anonymes qui contenaient justement ces mots. Solar Plexus Clown Gliders. Suffisant à vous infecter. Mais par la suite, dans les années 90, il pourrait arriver qu'encore une fois, parfaitement anonymement, vous receviez dans vos mails cette image et d'autres de ses déclinaisons, qui est encore un moyen de vous infecter. Les Solar Plexus Clown Gliders semblent se nourrir de votre détresse, vous bombardant d'hallucinations, de failles dans la réalité, en vous fragilisant sur le spectre émotionnel, à tel point que vous atteindrez très vite votre seuil maximal de douleur psychologique. C'est décrit comme étant similaire aux symptômes de paranoïa liés au sevrage chez les toxicomanes, pouvant même aller jusqu'à des expériences hallucinatoires quasi constantes et provoquer de véritables psychoses. Les mails anonymes cités précédemment et donc leur création serait une initiative de la CIA dans le cadre d'une expérience de contrôle mental. Puisqu'on a à notre disposition des témoignages de personnes ayant vécu des expériences avec des SPCG qui disent avoir été pendant une longue période avant leur expérience paranormale surveillées par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Évitez dans tous les cas d'entrer en contact avec les SPCG, qu'il s'agisse de la phrase ou de l'image, bien que je viens de vous présenter les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Qu'est-ce qu'on ne sait pas?
Se demander ce qu'il y a d'autre, mis à part ce que l'on connaît, ça peut englober tout un tas de trucs. Ça peut englober l'idée de Dieu, ça peut aussi inclure l'idée de l'existence d'autres formes de vie. À ce sujet, laissez-moi vous parler du paradoxe de Fermi. Peu de temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel de physique en 1938, s'installe le 2 janvier 1939 avec l'intégralité de sa famille à New York. Si à la base il enseignait à l'université de Columbia avec son collègue Leo Szilard, tous deux finiront par avoir des responsabilités bien plus importantes puisque tous deux participeront à l'élaboration d'une pile atomique à destination du premier réacteur nucléaire de l'histoire. Et le 2 décembre 1942, après l'obtention de la première réaction en chaîne contrôlée de fission, Fermi finira par travailler jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le projet Manhattan, soit le projet qui finira par créer la première bombe nucléaire. Maintenant, Fermi, il a posé une simple question pendant un dîner avec ses potes en 42. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc? Puisque, selon Fermi, des civilisations plus avancées auraient déjà dû avoir fait leur apparition parmi les systèmes planétaires plus âgés et avoir laissé des traces visibles depuis la Terre. Il cite l'exemple d'ondes radio qui aurait pu être une de ces traces. Pourtant, rien encore, à ce jour, n'a été découvert au sujet d'autres formes de vie. La deuxième question, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, elle est incroyablement curieuse aussi. Parce que Nietzsche considérait qu'il était ridicule d'avoir des catégories transcendantales, soit des choses, concepts qui dépassent les barrières matérielles, dans un monde où Dieu n'existe pas, pour toutes les raisons citées dans une entrée précédente. Et ce serait fou de se dire que les lois de la physique, les lois de la logique, le sens des mots, le temps, on n'a techniquement aucune raison d'y croire. Et du coup, est-ce que seules les choses qui sont mesurables, quantifiables, étudiables, existent? Pourtant, je pense qu'on s'accorderait tous sur le fait que ces choses existent, même si on peut ni les voir, ni les étudier, ni les quantifier, et donc ni prouver leur existence. En suivant cette logique, qu'en est-il des choses comme les âmes, les fantômes? Ces choses, ces idées, font face à l'exacte même problématique que tout ce que je viens de citer. La troisième et dernière question, elle, c'est sans doute, selon moi du moins, la plus intrigante. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Il y a tellement de mystères rien que dans notre histoire, comme le dit The Oldest View d'ailleurs, il y a à peu près 1,6% de l'histoire de l'humanité qui est documentée. Qu'en est-il de tout le reste? Il y a déjà tellement de mystères archéologiques. Le manuscrit de Voynich, on dirait littéralement un hoax médiéval tellement c'est incompréhensible. Ce truc-là, tous les meilleurs décrypteurs des 2 guerres mondiales ont essayé de le comprendre, et rien. On ne sait rien quant à ce qu'il veut nous transmettre. C'est un codex illustré, écrit en une langue qui n'est référencée qu'une seule fois au cours de l'histoire de l'humanité, le Voynich, et sa seule référence, c'est le codex lui-même. Il daterait d'entre 1404 et 1438, et il aurait été composé en Italie, même si son auteur, son but et ses origines restent en suspens. Bien que de nombreuses spéculations à ce sujet existent, il pourrait s'agir d'une tentative d'élaboration de nouvelles langues, de simple cryptographie, ou d'un code volontairement indéchiffrable. Cette énigme, elle s'étend sur 240 pages fortement illustrées, avec tout un tas de diagrammes, de symboles, de représentations de personnes inconnues, parfois même dénudées, tout en sachant que sur ces 240 pages, certaines semblent aujourd'hui avoir complètement disparu. Il y a aussi un autre pan à l'ignorance et ce qu'on ne sait pas. Ça peut être de l'ordre du complot, avec l'expérience de Tuskegee qui s'est littéralement avérée comme étant vraie. C'était un complot de base. Ou en 1932, dans l'état de l'Alabama, le gouvernement américain cherchait à étudier l'évolution de la syphilis non traitée. 600 Afro-Américains ont alors été enrôlés dans l'étude, on leur avait promis des soins, diverses assurances, des repas pour leur participation, et le gouvernement américain a juste attendu, sans quasi jamais rien faire pour étudier, justement, la dite évolution de la syphilis. L'expérience qui devait initialement seulement durer 6 mois, s'étala sur 40 années, où au final, des milliers d'Afro-Américains ont fini contaminés par la syphilis sans jamais être traités, sans même savoir que c'est ce qu'ils avaient. Imaginez-vous alors la quantité d'autres mystères, d'autres informations hautement confidentielles auxquelles on n'a pas accès. C'est horrible, mais terriblement intriguant. Et parfois, on pourrait juste se dire que, en vrai, c'est mieux de ne jamais avoir connaissance de certaines de ces informations. Et véritablement, on pourrait étendre cette idée à quasiment l'intégralité des entrées de cette vidéo. Vous êtes à présent, potentiellement, bien plus en danger que vous ne l'avez jamais été au cours de votre vie. Quel plaisir d'avoir pu traiter de cet iceberg qui m'a tout bonnement fasciné. Évidemment, les crédits, c'est pas moi qui l'ai créé, cet iceberg. Je vous link en description le lien du post vers le Reddit du créateur officiel. C'est juste un concept des plus intéressants, je trouve, parce que ça mélange tellement de faits réels avec de la fiction, et c'est une alchimie que j'adore. J'espère juste que vous avez aimé cette vidéo autant que moi j'ai aimé la faire. Si vous avez une quelconque critique à me faire, n'hésitez pas à me la faire. Je tiens compte de tout et j'essaye de m'améliorer à chaque vidéo, d'apporter de
de nouveaux éléments, une esthétique améliorée, un script amélioré. En somme, j'essaye de faire le mieux que je peux avec chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée ou une excellente soirée.